c'est Arafat, 9e jour du mois lunaire Zoul Hidja ou Célibat Kalo, un jour bien particulier dans le calendrier musulman. Les pèlerins gravissent le mont Arafat pour y prier de l'aube au coucher du soleil. Les pèlerins maliens sont sur place pour implorer Allah, demander sa clémence, prier pour la paix et la sécurité au Mali. On y fera un tour dans ce journal. Mouton de Tabaski, accessible ou pas pour les Maliens selon certains, les prix sont trop élevés, cependant d'autres estiment le contraire, mais tous s'accordent sur une chose, cette année le marché à bétail semble moins fourni et Tabaski, toujours, ne dit-on pas que toutes les femmes sont belles le jour de la fête. Et oui c'est vrai, en faisant un tour dans les salons de coiffure bondés, on constate que chacun veut paraître sur son meilleur jour, demain vendredi. En cas du président de la transition, la rédaction commence ce soir une série de dossiers sur les grands chantiers lancés par le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État. Nous aborderons dans ce journal le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Il ne reste plus qu'à y mettre les dernières touches pour finaliser le document avant sa remise officielle au président de la transition. En quoi cette charte va améliorer le quotidien des Maliens? Quels sont ses fondements? Éléments de réponse avec Siaka Konati. Bravo à notre brigade mobile d'intervention de la direction régionale des douanes du district de Bamako. Elle vient de saisir une quantité importante de drogue, près de 100 kg de cocaïne pure. Plus de précision dans cette édition. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous et toutes nos excuses pour ce léger retard. Nous ouvrons donc ce journal par ce message du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Chers compatriotes, chers membres de la Oumma islamique, à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Kébir, je vous adresse à vous tous et toutes mes vœux les plus sincères de bonheur, de santé, de paix et de prospérité en cette période de ferveur spirituelle et de solidarité. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de nos frères et sœurs musulmans au Mali, dans la diaspora et à travers le monde qui, par leurs prières et leurs pensées, se sont souvenus des plus vulnérables d'entre nous. Je m'incline pieusement devant la mémoire de tous nos défunts, en particulier celle de nos voyants soldats tombés au champ d'honneur pour la défense de la patrie ainsi que celle des militaires des pays frères de la Confédération des États du Sahel, AES. Qu'Allah, le tout miséricordieux, leur accorde son pardon et sa clémence. Aux déplacés, j'adresse l'espoir d'un retour rapide et digne dans leur foyer. Aux malades, j'exprime mes souhaits de prompt rétablissement. Bonne fête de l'Aïd el-Kébir à toutes et à tous, dans l'union, la concorde et l'attente mutuelle pour un Mali résilient, apaisé et souverain, signé le président de la transition. Et cette nouvelle également, l'état-major général des armées informe l'opinion que suite à l'attaque terroriste perpétrée hier mercredi 4 juin 2025 contre le poste de sécurité de Tessit, région de Gao, les femmes ont procédé à l'évaluation de la situation qui se présente comme suit. 41 corps de terroristes abandonnés sur le terrain, plusieurs corps et blessés emportés par les GATS. Un chef terroriste nigérien du nom de Mahmoudou Akilou et 4 de ses lieutenants se trouvent parmi les morts abandonnés de Tessit. L'exploitation des frappes aériennes se poursuit. L'état-major général des armées félicite les unités implantées à Tessit pour leur bravoure et leur engagement. Il rassure la population malienne que rien ne sera de trop pour nos forces pour ramener la paix et la quiétude dans notre pays. Unis, nous vaincrons. Une attaque au poste de sécurité de Maou, cercle de Yorosso, région de Koutiala. Les FAMA ont avec promptitude riposté à l'assaut des groupes armés terroristes. Le commentaire là-dessus de Abdoulaye Sako. Conformément au flash info de ce matin 5 juin 2025 relatif à l'attaque du poste de sécurité de Maou, cercle de Yorosso, région de Koutiala, les FAMA ont avec promptitude riposté à l'attaque des groupes armés terroristes. La vive réaction de nos hommes a mis en déroute les colonnes terroristes qui ont fui en abandonnant sur le terrain 25 corps et une quinzaine d'autres emportés, 16 motos, dont 2 calcinés, une arme 12-7, 4 PM,
plusieurs chargeurs, 3 radios, une importante quantité de munitions sur Mayon et en vrac et de nombreux autres effets. L'état-major général des armées félicite ces hommes qui ont vaillamment tenu leur poste et infligé de lourdes pertes aux terroristes. L'état-major général des armées rassure également la population que les FAMA mettront tout en œuvre pour le retour de la paix et de la quiétude dans notre pays. À présent, je vous invite à suivre les récentes évolutions de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Un communiqué de l'état-major général des armées, lu par Abdoulaye Sako. Les dernières semaines ont été marquées par une recrudescence des attaques lâches et barbares menées contre des localités, des paisibles populations ainsi que des emprises militaires du Mali et de la Confédération de l'AIS. Ces actes sont commis par une coalition de groupes armés terroristes de toute obédience, disposant d'appuis internes et externes, notamment d'ordre opérationnel, logistique, financier et informationnel. L'état-major général des armées informe l'opinion que la force unifiée de l'AIS met tout en œuvre pour étouffer ce sursaut d'une bête qui, déjà terrassée, est en train d'être ressuscitée et maintenue en vie par des forces désormais identifiées. Face aux velléités obscurantistes, les FAMA mènent une contre-offensive sur l'ensemble du territoire national, avec pour priorité absolue de sécuriser les populations et d'éviter tout amalgame ou dommage collatéral. Une série d'opérations offensives est en cours visant des objectifs terroristes. Ainsi, le 4 juin 2025, des refuges et plots logistiques terroristes ont été détruits dans la région de Ménaka. Des cellules de plusieurs dizaines de terroristes localisés dans le secteur de Boulkessi, région de Douanzan, ont été neutralisées en appui aux unités FAMA engagées au sol. Des refuges terroristes localisés dans la forêt de Soussan, région de Koulikoro, ont été détruits dans le cadre des actions préventives. Un échelon logistique composé de véhicules de transport de troupes a été détruit à Djencheche, à 50 km à l'ouest de Kidal, avec sa cargaison et plusieurs cadres terroristes. Un groupe d'une dizaine de terroristes et un important plot logistique, y compris 3 pick-up, ont été détruits au nord de Djencheche. Une colonne de terroristes ayant attaqué le camp FAMA de Tessit a été repoussée, poursuivie et violemment frappée pendant leur tentative de repli. L'ensemble des unités de la force unifiée de l'AIS se maintient en alerte pour défendre l'intégrité territoriale et protéger les populations. La recherche et la destruction des terroristes continuent. Leurs complices, qui sont également surveillés de près, seront appréhendés et mis hors d'état de nuire. L'état-major général des armées remercie les populations pour leur soutien et leur aide active et les rassure que toutes les informations fournies sont judicieusement exploitées. Unis, nous vaincrons. Et face à cette crise multidimensionnelle qui traverse notre pays et particulièrement la lutte contre les terroristes, les forces armées maliennes ont fortement besoin du soutien du peuple, soutien moral, psychologique, matériel et financier. La recrudescence des attaques terroristes contre les emprises de nos forces interpelle non seulement tous les citoyens, mais appelle aussi à la vigilance sans relâche. Nous sommes en guerre et l'heure est au sursaut patriotique. Voilà le sens de l'édito que nous propose Sidiki Dambeli. Un sursaut patriotique, une vigilance accrue, un soutien total et inconditionnel. Voilà ce dont les forces armées maliennes ont besoin aujourd'hui dans la lutte implacable qu'elles mènent contre les terroristes. Des forces obscurantistes qui multiplient les attaques ces derniers jours dans plusieurs localités. Des attaques qui sont régulièrement repoussées par les braves FAMA. Face à cette guerre imposée et injuste, le peuple malien doit se dresser pour défendre son indépendance et sa souveraineté. Car l'objectif de l'ennemi est de remettre en cause les fondements même de la nation malienne à travers ses attaques barbares et lâches contre les paisibles citoyens et leurs biens. L'armée malienne est sur tous les fronts aujourd'hui. L'heure est grave et exige une mobilisation accrue de tous les citoyens aux côtés des autorités administratives et des forces armées et de sécurité. Des mesures de sécurité édictées, comme le couvre-feu,
les fouilles systématiques aux postes de contrôle, l'interdiction de circulation de certains engins, j'en passe, doivent être soutenus et accompagnés pour notre sécurité collective. Plus que jamais, les forces armées maliennes ont besoin du soutien total de la population pour dénoncer tout comportement suspect. Il faut un sursaut patriotique, une marque de loyauté et de détermination en faveur des forces armées, une démonstration de l'attachement des Maliens de la diaspora et de l'intérieur à leur patrie. Ce soutien indispensable contribuera sans nul doute à renforcer le moral des troupes et à encourager un esprit de solidarité nationale. Car c'est précisément pendant ces moments graves et difficiles que la mère patrie, toute chapelle confondue, loin de la discorde, de la division, doit témoigner de plus d'amour, d'affection et de soutien moral à ses enfants engagés. C'est à ce prix, seul à ce prix, que le Mali gagnera cette guerre contre les forces du mal et leurs partenaires. Et le contenu de ce communiqué, le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il lui a été donné de constater sur les réseaux sociaux des images malsaines, sensibles, tendancieuses, sources d'amalgame des éléments des forces armées maliennes dans le seul but de nourrir et d'entretenir la propagande des organisations terroristes et de créer ainsi des troubles à l'ordre public. Le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité tient à rappeler que de tels actes sont formellement interdits par les textes pénaux en vigueur au Mali. De ce fait, la diffusion et le partage de telles images exposent leurs auteurs, co-auteurs et complices à des poursuites pénales. Ces actes qui sont le plus souvent motivés par le désir ignoble de désinformer, de démoraliser, de créer la psychose et la terreur au sein des forces armées sont constitutifs d'infractions à la loi pénale et passibles de sanctions pénales. Tout en rappelant qu'aucun agissement infractionnel ne sera toléré, le procureur en appelle à l'esprit citoyen et patriotique de la population. Le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous. Et nous avons également ce taux de communiqué du Conseil national de la jeunesse, CNJ, qui suit avec une profonde émotion et un esprit de patriotisme les récentes attaques coordonnées contre les camps des forces armées maliennes Fama, Tombouctou, Djoura et Boulkessi. Le CNJ Mali invite chaque Malien et Malienne, en particulier la jeunesse malienne, à l'union autour de notre armée contre les forces du mal, à rester dignes, engagés dans la prière et à garder foi en notre victoire commune, car tant que la jeunesse malienne reste debout, le Mali et l'AES resteront debout. Ensemble, faisons bloc pour la patrie. Nous sommes 22 millions de femmes. En cas du président de la transition, la rédaction commence ce soir une série de dossiers sur les grands chantiers lancés par le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État. Ce soir, nous abordons le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Elle est presque prête. Il ne reste plus qu'à y mettre les dernières touches pour finaliser le document avant sa remise officielle au président de la transition. La commission chargée de sa rédaction a déjà rencontré le gouvernement pour recueillir ses observations et nouvelles propositions. Elle envisage d'organiser un atelier national de restitution aux forces vives de la nation. Je vous rappelle que cette charte fait suite à l'adoption par le Conseil des ministres le 13 mai dernier d'un décret qui dissout les partis politiques et organisations à caractère politique. Ce décret a été précédé par l'abrogation des lois portant charte des partis politiques et statut de l'opposition. C'est ainsi que les autorités se sont proposées d'élaborer une nouvelle charte. D'autres explications avec Serka Kounati. La mission de la nationale pour la paix et la réconciliation nationale s'achève le 30 juin 2025. Après un an de travail, car créé par un décret présidentiel en date du 28 juin 2024, elle remettra sous peu le document final au président de la transition générale d'armée Assimi Goïta. En attendant, elle a restitué au gouvernement le projet pour recueillir ses observations et propositions avant de finaliser le document qui comporte un préambule, 16 titres, 39 chapitres et 105 articles. Nous gardons en mémoire très fraîchement les souvenirs de la rencontre précédente à la primature, ici même, entre le gouvernement et la commission. C'était le mardi 25 février dernier,
dans un exercice de restitution de nos travaux sur l'avant-projet et pour lequel vous-même et les membres de votre gouvernement avez eu une oreille attentive, un intérêt remarquable et un apport inestimable en idées et en conseils. Depuis ce jour, à la suite de cette rencontre et celle que nous avons eue dans la foulée avec les autres institutions de la République, les forces vives de la nation, les personnes ressources, nous avons continué nos travaux en prenant en compte les contributions nouvelles en vue d'affiner la rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. La charte pour la paix et la réconciliation nationale résulte de la volonté de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de faire de la paix et de la réconciliation le socle de la stabilité de notre pays. C'est le lieu pour moi de lui renouveler nos vifs remerciements et de lui exprimer toute notre gratitude pour son leadership et sa clairvoyance portée sur nos valeurs sociétales qui prônent le vivre ensemble, l'amour de la patrie et la protection du patrimoine national. Il me paraît important encore une fois de souligner que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale est destinée à jeter les bases d'une nouvelle ère de concorde, d'entente, de sécurité, de valorisation de nos us et coutumes et de cohésion sociale. Aussi, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour la mise en œuvre de la Charte après son approbation. Un exercice similaire sera organisé avec les forces vives de la nation à travers un atelier de restitution pour mettre les dernières touches. Il s'agira de recenser leurs observations et propositions pour enrichir les documents. C'est la même approche participative et inclusive que la Commission a adoptée lors de l'élaboration et la validation de l'avant-projet qui a été remis au président de la transition le 24 octobre 2024. Un document qui traite des questions intéressant la vie de la nation, notamment la paix, la sécurité, la cohésion sociale, le vivre ensemble, la justice sociale, l'éducation. 2 mois plus tard, un décret du 27 décembre nommait les membres de la commission de rédaction du projet de la rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, toujours présidée par l'ancien Premier ministre Ousmane Issifou Maïga. La rédaction de cette charte est l'une des recommandations du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation dont la phase nationale s'est tenue en mai 2024. Ce dialogue a été initié par le président de la transition après la fin le 25 février 2024 de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le président de la commission a d'autre part démenti toute implication de sa structure dans la dissolution des partis politiques et associations à caractère politique lors de la conférence de presse qu'il a animée à la Maison de la Presse. Cette mesure est effective depuis le 13 mai dernier. Ainsi en a décidé un décret présidentiel. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la Charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la transition, statuant en Conseil des ministres, décrète. Article 1er. Les partis politiques et les organisations à caractère politique sont dissous sur toute l'étendue du territoire national. Toutefois, les personnes en exercice dans les institutions politiques et administratives de l'État, en vertu d'une désignation de parti politique ou d'organisation à caractère politique, peuvent poursuivre leur mission sans pouvoir se réclamer de leur qualité de représentants des partis politiques ou d'organisations à caractère politique. Cette dissolution fait suite à l'abrogation par décret présidentiel de la loi du 18 août 2005 portant charte des partis politiques et celle du 4 mars 2015 relative au statut de l'opposition. Le Conseil national de transition avait auparavant voté par 130 voix pour, 2 contre et 0 abstention, le projet de loi qui abroge ces 2 textes, un projet de loi défendu par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral. L'adoption de cette loi nous permet, après l'adoption du Conseil des ministres,
de mettre ces textes dans l'ordonnancement juridique et de nous permettre de gérer la question des partis politiques de façon sereine. C'est-à-dire que cette loi qui est là depuis les recommandations des assises nationales de la refondation de 2021, et cette loi est pour le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation une grande difficulté. Parce qu'on lui reproche d'appliquer la loi pour délivrer des récépissés, alors que la loi était en vigueur. Donc on veut sortir de ça. Et c'est ce que ce vote du CNT nous permet aujourd'hui. La mesure interdit toute réunion ou activité des formations politiques dissoutes et prévoit des sanctions contre les contrevenants en attendant l'élaboration d'une nouvelle charte des partis politiques. Notre peuple, il faut concevoir un texte qui est conforme aux aspirations du peuple. Donc cela va prendre le temps qu'il faut, mais il faut être sûr quand même que le gouvernement n'a pas besoin de perdre de temps. Le gouvernement est en train de travailler, mais le gouvernement se met à l'abri de toute pression pour mettre en place un dispositif juridique responsable pour pouvoir gérer les partis politiques. Donner des coups de franche permettant au gouvernement, sans pression, de mener à bien les réformes telles que les Maliens souhaitent les avoir. S'il faut durcir les conditions de création des partis politiques, la nouvelle charte prendra cela en charge. S'il faut mettre fin au financement public des partis politiques, la nouvelle charte prendra cela en charge. Quoi que ce soit, c'est la nouvelle charte qui déterminera désormais la conduite à suivre. Et ça, il faut le faire de manière sereine, sans pression aucune. La dissolution des partis politiques, l'arrêt de leur financement public, la suppression du statut du chef de l'opposition sont entre autres recommandations formulées par les assises nationales de la refondation et les consultations nationales sur la relecture de la charte des partis politiques dont la phase nationale s'est déroulée les 28 et 29 avril 2025. Des frappes dans la région de Kidal, Tombouctou et Koulikoro, plusieurs terroristes neutralisés et d'importants matériels détruits. Au cours de ce journal, nous allons avoir le commentaire de Abdoulaye Sako. Assurer l'autonomie énergétique des structures de santé à travers des installations solaires, un objectif inscrit désormais dans les priorités des œuvres sociales du président de la transition. Ce jeudi 5 juin 2025, ce sont les CESCOM de Bonyaba et celui de Missira, en commune 2 du district de Bamako, qui ont réceptionné leur installation. Les précisions avec Bemba Sibi Sirikibalo. L'interruption de la fourniture de l'électricité, les responsables du centre de santé communautaire de Bozola, Nyarela et Bagadadi l'inscrivent désormais dans le registre du passé avec l'installation et la réception des systèmes d'énergie solaire. Cette solution énergétique apportée par les œuvres sociales du président de la transition va faciliter les conditions de travail de ces agents de santé dans la prise en charge des 800 patients qui fréquentent mensuellement le CESCOM. Offrir de l'électricité en cette période va nous permettre d'apporter des soins de qualité à nos différents patients. Alkadanga pour une conservation, on te bouger, pour une métier. Donc on n'a pas même le mot qu'à remercier quoi. Vraiment Dieu merci. Le soulagement, c'est le sentiment qui anime également les responsables du centre de santé communautaire de Missira. Leur CESCOM dispose également de panneaux solaires. Les 150 000 francs CFA de facture d'électricité vont être alloués à d'autres besoins. Nous allons quand même essayer de réinvestir, n'est-ce pas, le prix de ces factures-là dans d'autres domaines. Le deuxième bénéfice, ça permet de soigner les malades à tout moment. Si nous avons en tout cas une opportunité aujourd'hui qui nous permet vraiment d'électrifier de façon solaire alors nos structures de santé rien que pour la qualité des services, alors nous on ne peut être bien entendu que reconnaissant aux donateurs, notamment le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ces installations solaires dans les centres de santé participent de la volonté du président de la transition à travers ses œuvres sociales d'assurer l'autonomisation énergétique des structures de santé communautaires qui sont le premier niveau de la pyramide sanitaire. Nous savons que ce sont les CESCOM qui sont plus proches de la population. Le président de la transition, à travers les œuvres sociales, veut transmettre sa solidarité et son patriotisme pour que les Maliens soient plus à l'aise dans ces centres de santé-là, parce que nous savons qu'il y avait une crise d'énergie
élargie. Le président de la transition, pour pallier à cela, a offert des installations solaires qui prendront généralement tous les centres en compte pour qu'aucun malade n'attende plus qu'à cause d'électricité. Tout ça, c'est traduire la solidarité malienne aux Maliens en général et dire aux Maliens d'imiter le président de la transition dans la solidarité. Les responsables de ces différentes structures de santé se sont engagés à prendre soin de ces installations et d'en faire bon usage, ceci au grand bonheur des patients et accompagnateurs. Retrouvons nos FAMA qui ont réalisé des frappes aujourd'hui dans les régions de Kidal, Tombouctou et Koulikoro. Plusieurs terroristes neutralisés, d'importants matériels détruits. Le commentaire de Abdoulaye Sakou. Observation, fixation et exécution. Tel est aujourd'hui le quotidien des vecteurs aériens maliens. Les terroristes tombent comme des mouches sur le terrain, car les corps calcinés des terroristes jonchent encore le sol. Au-delà de la neutralisation des terroristes, nos hommes s'attaquent à leur base logistique. Des refuges terroristes localisés dans la forêt de Soussan, région de Koulikoro, ont été détruits dans le cadre des actions préventives. Les opérations se poursuivent. Voilà. Aujourd'hui, c'est Arafat, 9e jour du mois lunaire Zul-Hijja ou Silibakalo, un jour bien particulier dans le calendrier musulman. Les pèlerins gravissent le mont Arafat pour y prier de l'aube au coucher du soleil. C'est effectivement sur ce lieu saint que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a prononcé le serment d'adieu à ses fidèles. Les pèlerins maliens sont sur place pour implorer Allah, demander sa clémence, prier pour la paix et la sécurité au Mali. Avant Arafat, ils étaient hier à Mina, situé à 7 km de la Mecque. On en parle avec nos envoyés spéciaux, Amal Andouré, Toumani Diabaté et Suleiman Kenza Sidibé. Le mont Arafat est à 7 km de la Mecque, c'est là où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a tenu son dernier sermon au cours duquel le prophète a appelé à la crainte d'Allah et a appelé les hommes à la protection et à la sécurisation des femmes et a demandé de prendre comme référent moral, intellectuel et social le Coran et la Sunna. Il est dit que le pèlerin, une fois à Arafat, communie avec le Seigneur Dieu et peut connaître Allah. La bénédiction la plus meilleure, c'est la bénédiction du jour du Arafat. Comme le prophète nous a dit dans un hadith, que le Hajj, c'est Arafat. Nous sommes là aujourd'hui pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes là aujourd'hui pour approuver notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes là aujourd'hui pour invoquer, pour appeler Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les très exaltés. Arafat, vraiment, c'est un jour très important dans la vie des musulmans. Parce que quel que soit ce que tu vas faire dans les opérations de Hajj, si tu n'es pas arrivé sur le site de Arafat, tu n'as pas fait le Hajj. Donc c'est le jour où le bon Dieu est avec les fidèles musulmans sur le même site dans le monde entier. Depuis 6 heures du matin, l'ensemble des pèlerins maliens, filières gouvernementales, privées, et voilà, ils sont arrivés prier la prière de Fajr à Arafat. Les pèlerins de plus de 70 nations sont actuellement à Arafat. Et il est dit que sous le mont Arafat, après avoir été chassés du paradis pendant 40 ans, que le prophète Adam et mère Ève se sont retrouvés et bien connus et ils ont demandé pardon à Allah. Par ici, c'est le lieu, le jour de la résurrection pour la race humaine. Pouvons-nous en prendre conscience? C'est toute la question. Et comment pouvons-nous profiter des mérites de ce jour bien particulier dans le calendrier musulman? Comme on vient de le voir dès l'aube ce jeudi, les milliers de pèlerins venus des 4 coins du monde s'y sont rendus sur le mont Arafat, une étape cruciale du pèlerinage qui, une fois ratée, ne peut plus être récupérée selon les érudits. Un impératif pour ceux qui sont en Arabie Saoudite. Alors question, et pour nous autres restés au pays, qu'en est-il? Quelques éléments de réponse dans ce reportage signé Awadama Koulibaly, Abdul Salam Bambara.
Arafat, deuxième jour du Hajj, 9e du mois de Dhul Hijjah. La colline qui a donné son nom à ce jour est à environ 20 km de la Mecque et fait 70 mètres de hauteur. Arafat, ce sont ces scènes très caractéristiques de pèlerins par millions, debout ou assis, qui ne font qu'une seule chose, implorer Allah. En parallèle, certains fidèles musulmans à Bamako ne laissent pas non plus filer ces 24 heures. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ya Muhammadin ya Allah kanga tlen ko fo anga ala wili no kera ko ala banjabi. Pour comprendre la motivation des uns et des autres, à défaut du mont Arafat, nous avons convergé vers le mont Koulouba, où l'imam Touré nous édifie sur les mérites de ce jour. Au coucher du soleil ce jeudi, les pèlerins se rendront à Muzdalifa, où ils vont ramasser des cailloux afin de procéder à la symbolique lapidation de Satan le vendredi matin. Nous autres jeûneurs ferons la prière de l'Eid el-Adha. Et nous allons continuer avec Awa Adama Koulibaly. Elle a sillonné la ville pour nous à quelques heures de la fête de Tabaski. Les Bamakois sont en mouvement continu. Les préparatifs se poursuivent de plus belle. Et enfants et adultes, chacun veut être au top le jour J, suivant l'ambiance de la capitale. 3 choses sont essentielles pour la Tabaski à la malienne. 1. Le choix du bélier. 2. La tenue de fête. Et 3. Le regroupement familial. À Sabaliboukou, le marché des petits ruminants bouillonne. Les chefs de famille observent, s'approchent et entament les discussions. À quelques heures de l'Eid el-Kébir, les prix font rougir les yeux. C'est trop cher. C'est trop cher. Je suis là depuis 7 heures. Minimum prix bas, ça fait 110. Pour avoir un mouton de 75 000 francs, c'est très rare. Âgé de 7 ans, Mohamed a suivi son papa jusqu'au parc à bétail. Mais au tabal, encouragé, on a ça. A kadi chef de famille c'est le Niakorla, Nagasega Sarasa qui a démarré la dia. Ou Fanagaboala, Saragadedo. Hama vient de Hambouri. Il avait un stock de 80 moutons. Après 20 jours de vente, il lui reste une trentaine à écouler. Oh, son prix quel est là? Qu'on y va dans le Mourandou la Kayala. Qui l'a encore fait? Mais après de longues heures d'échange, la grillade est assurée dans beaucoup de familles. Oui, à 110. Place à l'accoutrement. Au grand marché de Bamako, que des échanges de billets de banque, ce qui signifie la conclusion de bonnes affaires. Parce que mina sani chama gera an hakili kunte fen fana chama soro ala burunsi ute prikele wa kelen keme duru kata fo wata bebala. On retrouve les derniers clients. La plupart cherchent des articles pour enfants. Côté coût, les avis divergent. Mi sebi e bo de soro aya dia keme worola ogo ver nunu keme montru nunu biduru prega fsaira da nana nga dem sanu nga samara de sa ani nyere nga samara o ana nga finu ne bora kono bugo samara ko keme fla ami fini minu sa keme wora yolu ke keme shegi ami minu sa keme shegi yolu ke wa kelengele.
Tête et mains bien chargées, chacun se frayait un chemin pour sortir. Mais pas d'Amkone. Il manquait une pièce à son puzzle et pas n'importe laquelle. Mais je connais la couleur préférée. Voilà. À chacun sa priorité, va-t-on dire. Sur le chemin du retour, la circulation était bien fluide comme l'eau de roche. Signe que beaucoup sont déjà bien installés dans les cases de grand-mère, loin de la capitale. Même les Koné avec leurs rideaux moutons de Tabaski, accessibles ou pas pour les Maliens, selon certains, les prix sont trop élevés. Cependant, d'autres estiment le contraire. Mais tous s'accordent sur une chose, cette année, le marché à bétail semble moins fourni. Pour y voir clair, notre équipe de reportage composée par Aliou Abdoulaye Touré et Abdoulaye Samaké était en ville pour le RTM. Le projet multisectoriel d'appui au renforcement de l'accès à une éducation inclusive, adaptée et de qualité dans un environnement résilient et protecteur dans les communes d'Ansongo, Talatay, Tessit, Tinhama, Inshawaji, Gabero et Gunzurei vise à garantir une éducation de qualité aux filles et garçons âgés de 3 à 18 ans affectés par les crises. Ce projet est bien plus qu'un appui au secteur de l'éducation. Il est une réponse concrète, une réponse intégrée et résolue aux défis multiples que rencontrent nos enfants, nos enseignants et nos communautés. Dans un contexte marqué par des conflits, des déplacements des populations, l'insécurité alimentaire, ce projet vient assurer l'accès à une éducation de qualité dans un environnement sûr et protecteur. La mise en œuvre de ce grand projet de développement est assurée par AMSOD en collaboration avec 5 autres ONG. Il est financé par l'UNICEF à plus de 650 millions de francs CFA. Face à l'insécurité qui a fermé trop d'écoles, face aux inondations qui ont transformé 126 établissements scolaires en abris d'urgence, face aux défis climatiques et économiques qui éloignent nos enfants des bancs de l'école, nous avons aujourd'hui ce programme qui porte en lui 3 ambitions fondamentales. Premièrement, garantir que chaque enfant de 3 à 17 ans, sans exception, puisse accéder à une éducation de qualité dans un environnement sûr et inclusif. Deuxièmement, offrir une éducation continue et adaptée aux besoins spécifiques de chaque enfant. Troisièmement, renforcer notre système éducatif pour qu'il soit capable de répondre rapidement et efficacement à toute crise future. Nous nous réjouissons que les partenaires et le gouvernement du Mali fixent des objectifs spécifiques à ce projet qui, de notre point de vue, répondent effectivement aux problématiques de l'éducation que nous vivons dans notre région. Selon le responsable de AMSOD, la durée du projet multisectoriel d'appui au renforcement de l'accès à une éducation inclusive est de 25 mois. Vous l'aurez compris, c'était plutôt là le lancement du projet multisectoriel de développement à Gao, à l'endroit des enfants pour une éducation de qualité. Un reportage de Aliou Idrissa Maïga. Et je vais vous amener à présent dans nos parcs à bétail. C'est avec Aliou Abdoulaye Touré et Abdoulaye Samaki. Plus que 24 heures avant la célébration de la fête de l'Eid el-Kébir, certains parcs à bétail, à l'image de celui de Faladier, semblent moins approvisionnés, au dire de certains marchands. Diverses raisons. Là où tout le monde allait prendre le bétail, aujourd'hui, tout le monde ne peut plus aller là-bas. La hausse des prix aussi. Les gens préfèrent ne pas trop, comment dirais-je, investir dans ces domaines-là. Parce que l'année passée, ça fait des dégâts un peu. Donc c'est la raison pour laquelle cette année, il n'y a pas eu trop d'impact des vendeurs. Certains clients, à l'image de Sidi Diakité, jugent les prix trop élevés. Les bétails sont énormément très chers même. On ne peut même pas acheter un bétail ici. On est venu ce matin, nous pensons que ça ne dépasse pas à 80 000
ou bien peut-être à 75 000. Ces 3 moutons, ça au-delà de 300 000 et quelques. Nangui Sissoko, client de son état, lui n'est pas de cet avis. Il a pu s'offrir 2 moutons à raison de 400 000 francs, soit 200 000 francs par tête. Il avait proposé d'abord 225 000, mais j'ai pu négocier le prix à 200 000. Moi, quand même, j'estime que le mouton, quand même, à 200 000, c'est abordable, le prix. Je pense que la vente des mouchons ou l'achat des moutons, ce serait mieux de s'adresser directement aux vendeurs. C'est-à-dire que quand il y a des intermédiaires, c'est ce qui rend les prix un peu compliqués encore. Pour veiller sur la bonne santé des animaux, certains marchands de bétail font recours au service d'un vétérinaire traitant. Il y a beaucoup d'animaux qui sont maigres aujourd'hui, cette année par rapport à l'année passée. Par rapport à l'année passée, on trouvait des animaux vraiment bien gras, vraiment sans problème. Les moutons qui viennent du coraux, des bancages, ne peuvent pas se lever. Donc on les soutient avec les oligo-éléments et puis les antibiotiques et les anti-inflammatoires. Mais pour le moment quand même, comme à l'approche même de la fête, on a laissé les antibiotiques et les anti-inflammatoires. C'est seulement les oligo-éléments, les calcium et les vitamines qu'on fait, qui ne fait rien à la consommation. Même si ce n'est pas l'affluence de grand jour, dans ce parc à bétail, certains préfèrent attendre la dernière minute pour y voir plus clair. Voyons ce qu'il en est du marché des accessoires de grillade, couteaux bien aiguisés, grille viande plutôt, pic à brochette et fours modernes s'achètent comme des petits pains. Pour ces revendeurs, c'est la période de l'année où les affaires explosent. Les recettes prennent l'ascenseur, avoisinant 300 000 francs CFA et ce sont les remouleurs qui profitent pleinement de cette forte demande, certains empochant jusqu'à 40 000 francs CFA par jour, suivant le reportage de Adam Maïga. Âgé de 32 ans et père de famille, Tchemoko Diabaté vient de s'approvisionner en four moderne au marché de Djikourouni Para. C'était à la veille de la fête de Tabaski. Son choix n'est pas anodin. Ce four lui servira à griller la viande le jour de la fête. J'ai acheté le four à 30 000 francs CFA. Après l'émulation, je vais utiliser pour griller la viande demain. Quant à Djenebou Koulibaly, elle a opté pour une grille traditionnelle pour la cuisson de la viande lors de la Tabaski. Je vais utiliser la grille traditionnelle demain pour plusieurs raisons. D'abord, elle me permet de manipuler la viande comme je veux, tout en restant assis. Ensuite, je ne suis pas obligée de me lever constamment. Couteau, grille traditionnelle, pic à brochette ou encore four moderne sont très demandés à l'approche de la fête. Et les vendeurs de ces accessoires voient leurs recettes grimper. Les fours sont cédés à 22 500 ou 25 000 francs CFA. Le prix des grillades le prix des grillades viande est à 1000 francs. Pour les couteaux, on s'en procure à 500, 1000 et 2000 francs CFA. Quant aux machettes, elles sont à 2000 francs CFA. À l'approche de la fête de Tabaski, on peut gagner 200 000 à 250 000 francs CFA. Par contre, avant la fête, l'achat de ces fours modernes sont... Par ailleurs, les remouleurs et les vendeurs de pic à brochette tirent également leur épingle du jeu. Je fabrique des tiges en bois pour brochettes à Sabalbougui. Le métier n'est pas sans risque, car on le fabrique avec la machette, le couteau et les pilons. Parfois, on peut se blesser. Nous sommes à la veille de la fête. J'ai vendu 3 sacs de tiges en bois pour brochettes. Le coût unitaire varie entre 11 000 francs CFA, 15 000 francs CFA ou plus. Pour le bénéfice, je peux gagner le double. Seiba Diara, remouleur de profession, pratique ce métier depuis 3 ans. Ce travail est risqué. Le couteau peut nous blesser et même nos clients ne sont pas épargnés par ces risques. C'est pourquoi on le fait prudemment. J'aiguise les couteaux entre 50 à 100 francs CFA, voire plus. Quant aux manchettes, je les aiguise à 500 francs. Par jour, je peux gagner 40 000 francs CFA à l'approche de la fête. C'est pour rendre mes couteaux encore plus utilisables demain matin. Comme demain c'est la fête, nous le savons tous, c'est la fête des moutons. Donc qui parle de moutons
par de la viande, on a besoin de couteaux pour être rapide et efficace dans ce que nous allons faire demain. Si ces vendeurs font de bonnes affaires en cette période de Tabaski, le reste de l'année, ils se tournent vers d'autres activités pour subvenir à leurs besoins. Il faut faire attention aux couteaux. Nous allons continuer notre tournée de la ville. Je vous amène à présent dans les salons de coiffure qui connaissent une grande affluence. Les femmes comme les hommes se préparent activement. Tous veulent paraître beaux le jour J. Et comme on le dit, la beauté n'a pas de prix. Malgré les longues files d'attente, ils sont armés de patience et de bonne volonté. Fanta Mamanientao et Julie Traoré nous en disent plus. Nous sommes à quelques heures de la fête de Tabaski. En ville, ça bouge de partout. Si beaucoup sont à la quête des moutons de Tabaski, d'autres cherchent plutôt à se faire beau. Et cela passe forcément par les mains des professionnels en coiffure. Ça se passe un peu bien, mais c'est pas comme les autres années, vous-même vous le constatez. Il n'y a pas trop de clients. Bon. En réalité, mon prix n'a pas changé. Les enfants c'est à 300, les grandes personnes c'est à 500, 1000 francs, ça dépend du modèle. Samba Diallo est parmi les clients du coiffeur. Il est très satisfait de sa coupe. Je suis venu chez Gaza Coiffure pour me faire de jolies coiffures, vu que demain c'est la fête. Je suis satisfait de ma coiffure et je suis satisfait du prix aussi. J'ai eu cette jolie coiffure à un prix abordable de 500 francs. Les plus jeunes sont plus exigeants. Ils sont à la recherche de modèles très rares qu'ils voient à la télé ou sur les réseaux sociaux. Ouais, ce modèle, on appelle ça déton. Voilà, c'est un déton léger. Voilà, ça, je l'ai fait à 300 francs CFA. C'est joli, c'est pratique, c'est facile aussi à faire. Voyons du côté de ce salon de coiffure au tarif un peu élevé. Au moment de notre passage, c'était calme et ici, tout est organisé. Le rang se fait à partir des tickets. Un salon pro, tout le monde peut venir, mais ça dépend. On n'exclut pas les gens, mais si tu as les moyens, parce que les prix des coiffures commencent à partir de 3 000 francs. Donc si tu as les 3 000 francs, tu peux venir. Moi j'ai l'habitude de me faire coiffer ici. Aujourd'hui je suis arrivé, c'est clair que l'ambiance n'est pas celle des jours ordinaires parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir tout le monde. Bon, on comprend bien, on est à la veille d'une fête, donc au même titre que ceux qui sont là pour la fête, je viens aussi me rendre beau pour la fête. Je suis venu avec mon enfant pour le coiffer. Comme demain c'est la fête de Tabaski, le prix ça me va, c'est très très abordable aussi. Bonne fête de Tabaski à tout le monde. Direction les Halles de Bamako, en commune 6 du district de Bamako. Les coiffeuses se plaignent. Ma chérie, hé jolie, monte ça là. Ma chérie pleine. Ah, nyinanta manfisa. Nyinanta tima jana komi santo. Parce que moi va faut voir tout boulot. Allez ni komi ma primi va soro folo ni afo mi ma. On va faut devoir. Un regard dans les rues de nos quartiers nous permet de constater que les coiffeuses sont installées un peu partout depuis plusieurs jours. Les clientes sont coiffées par ordre d'arrivée. Je suis venue tresser mes enfants ici, il y a la satisfaction. Si tu es venu, ils t'accueillent bien, le respect est là, la satisfaction est là, tout est bon ici, sans mentir. Le prix ça va, si tu viens avec 500 ici, on tresse la tête de ton enfant. 1000 francs, on tresse la tête de ton enfant. Par contre, chez Deyoko Kadijatou Diara à Amdalay Assey, pas de prise de tête. La satisfaction des clients demeure leur priorité. Mes clientes sont tous fidèles, elles sont là chaque année. Et machallah, comme je peux dire, 99% sortent satisfaites. Bon, je dirais plutôt que le prix est abordable. Tout dépend de la clientèle ciblée. Nos coiffures commencent de 1000 francs jusqu'à 500 000, hein, on peut dire, parce qu'on fait plusieurs prestations, plusieurs modèles de coiffure. Bon, je souhaite bonne fête à tout le monde et que la fête soit belle. Oh, ça se passe bien. À Ketchugo quoi. Don. C'est ça. Mais nous l'avons quoi. Je suis venue me coiffer parce que demain c'est la fête de Tabaski.
Oui, j'ai aimé, surtout que c'est ma première fois de venir ici dans ce salon. Je suis vraiment satisfaite du résultat déjà et j'ai vécu une bonne expérience. Bonne fête de Tabaski à vous tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis venue me coiffer dans le salon B-Fashion pour la fête de Tabaski parce que vraiment c'est un bon salon. Ils coiffent bien, ça fait pas mal. Et puis il y a beaucoup de modèles, tu choisis ce que tu veux. Oui, je vous souhaite une bonne fête de Tabaski. En tous les cas, selon l'adage populaire, la beauté n'a pas de prix. L'attente de chacun est donc justifiée. Il reste à apprécier les coiffures le jour de la fête de Tabaski. Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir sur les préparatifs de la fête de Tabaski. Et pour être complet, un rappel ce communiqué, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, les journées du vendredi 6 juin 2025, fête de Tabaski, et samedi 7 juin 2025, lendemain de la fête, sont chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. En conséquence, le travail reprendra le lundi 9 juin 2025 à 7h30. Lutte contre l'extrémisme violent, le Centre d'études, de recherche et de réflexion religieuse pour le dialogue social et la paix dresse un programme de sensibilisation et de prévention de la radicalisation. Abibatou dit Konya Djakite, Abdul Saram Bambara, reportage. Le plus souvent, les enfants qui étudient dans les écoles coraniques et les médersas deviennent des proies faciles, exposés à des fléaux tels que la radicalisation violente. En cause, la précarité, le chômage ou encore l'oisiveté. Ils sont exposés à cet état de fait, c'est pas parce qu'ils ne savent rien faire. Au contraire, ce sont des gens qui sont des artisans qui forment nos imams, qui nous met en connexion avec notre Seigneur et qui magnifie cette belle religion. Pour que l'élève, qu'il soit de la médersa ou de l'école coranique, devienne un agent de développement capable de produire, le CRDS, Centre d'études, de recherche et de réflexion religieuse pour le dialogue social et la paix, créé en 2022, prévoit un programme de sensibilisation, de prévention contre la radicalisation, de formation et d'insertion professionnelle des personnes formées dans les écoles coraniques et dans les médersas. Les 10 programmes que nous présentons aujourd'hui repose sur 3 piliers majeurs. 1. La sensibilisation. 2. La prévention de la radicalisation. Cela indique un travail de fond avec les leaders religieux, les enseignants et les familles pour identifier les vulnérabilités, comprendre les causes profondes et proposer des réponses adaptées. 3. L'insertion professionnelle. Au Mali, il y a beaucoup d'universités arabo-islamiques qui forment les doctorats, les masters, les licenciés, plus que les jeunes qui viennent des pays arabo-musulmans. Mais toujours dans le marché de l'emploi, leur insertion pose un problème. Donc il faut une réflexion, il faut proposer des solutions. Cette initiative, qui sera mise en œuvre dans les prochains mois, bénéficie du soutien des plus hautes autorités du pays. Au nom du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, et au nom du Premier ministre, docteur général de division Abdoulaye Maïga, je m'engage devant vous aujourd'hui, dans le cadre de l'action gouvernementale, à soutenir ces centres d'études, de réflexion islamique dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme dirigé par l'éminence Mohamed Makiba. Ce cadre d'échange entre acteurs de la religion, de l'éducation, de la formation et de l'insertion des jeunes a pour but d'informer les parties prenantes clés sur les objectifs, les activités et les résultats attendus du programme. La finalité est de parvenir à un document consensuel qui servira de référence dans la lutte contre le radicalisme violent.
Direction Benena, dans la région de San. La ville a abrité la 3e édition des journées interconfessionnelles transfrontalières des jeunes. Cette année, les débats ont encore une fois porté sur l'entrepreneuriat agricole familial pour un développement harmonieux, paisible et sécurisé. De retour de Benena, Drissa Kone nous fait le compte-rendu. Les journées interconfessionnelles transfrontalières des jeunes sur l'entrepreneuriat agricole familial, 8e du genre, a regroupé cette année plus de 400 participants venus du Mali et du Burkina Faso. Outre les conférences et débats, les visites de terrain pour s'imprégner de l'expérience de ceux-là qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat agricole ont marqué les esprits. Je faisais la pièce détachée. J'étais là, mais je vois que ça, ce n'est rien. J'ai été à Sangoy. Avec ces gens-là, j'ai vu ce qu'ils ont en train de faire là-bas. Là. C'est pourquoi je suis venu, je suis engagé. Oui, consciemment. On parle de l'entrepreneuriat agricole qui consiste à faire la volaille, à faire l'embouche bovine, et l'agriculture et le jardinage aussi. Et ça nous permet vraiment de pouvoir subvenir à nos besoins et nous éviter vraiment d'aller rejoindre les groupes djihadistes. Cet événement entre dans le cadre du projet Initiative Paix au Sahel des évêques du Sahel et appuyé par la conférence épiscopale du Mali. Cette rencontre est très importante pour les femmes. On nous dit les différentes techniques de l'agriculture, mais malheureusement, on n'a pas d'appui. Nous avons commencé cette initiative de l'entrepreneuriat jeune sur la frontière depuis les événements malheureux qui se sont passés sur notre zone entre nos familles. Et nous avons estimé qu'il faut que les jeunes s'engagent dans des activités économiques, collaborer entre eux de part et d'autre de la frontière, créer de la richesse au lieu de s'adonner à la violence. D'où le thème « Nous sommes tous frères et sœurs » Ambeye Balemaoudeye. Cette activité qui s'étend sur 3 jours a permis depuis son avènement un vivre ensemble harmonieux du long de nos frontières jadis en proie à des conflits fonciers. Restons dans la région pour vous rappeler que ce 5 juin est la journée mondiale de l'environnement et c'est là depuis 1973, occasion pour les acteurs de se mobiliser pour dire stop à la destruction de notre planète. Cette année, la lutte est dirigée contre la pollution plastique et aux coupes abusives de bois. Avec ce thème, mettre fin à la pollution plastique mondiale. Et justement, c'est la ville de San qui doit abriter ce 12 juin le lancement des activités de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement. Un événement qui sera en principe présidé par le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. Notre équipe de reportage dirigée par Drissa Kone nous dresse la situation environnementale de la région. Je remercie les plus hautes autorités qui ont choisi la région de San cette année pour abriter la cérémonie de lancement de la quinzaine de l'environnement. Cette 26e édition de la quinzaine de l'environnement dont il est question sera lancée ici à Santoro et Carantela ce 12 juin 2025 par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale. Une mobilisation donc à la hauteur du défi à relever s'impose. Mais venons-en à la journée du 5 juin, journée mondiale de l'environnement. Cette journée met l'accent cette année sur la lutte contre la pollution plastique sous le thème « Mettre fin à la pollution plastique ». La situation environnement elle est très cruciale à 100 parce que pratiquement le couvert végétal est carrément détruit, ce qui fait qu'il fait très chaud ici et on fait moins de reboisement pour compenser ça. Ça c'est un. L'idée aussi, cette quinzaine va permettre à la population de prendre de faire une prise de conscience par rapport aux actions environnementales et peut-être après ça peut stimuler les populations à se mettre dans le grand reboisement et à protéger l'environnement, à faire moins de coupes de bois. Et si vous prenez les cas spécifiques de la gestion des déchets solides, alors le problème qui se dégage est un manque des ouvrages de gestion de ces déchets, notamment les dépôts de transit et la décharge finale. Dans les documents de planification appelés les PSA, les plans stratégiques d'assainissement des San et environ, il était prévu de réaliser 13 dépôts de transit à travers la ville de San. Mais à la date d'aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul dépôt de transit digne de ce nom.
Et les constats qui se dégagent, comme vous-même vous le voyez, c'est la prolifération des dépôts sauvages à travers la ville. Et le thème de ce 5 juin, mettre fin à la pollution plastique mondiale, vient à point nommé. Depuis 3 ans, une unité artisanale de recyclage et de transformation des déchets plastiques en table-banc a vu le jour à 100. Elle collecte par mois un peu plus de 136 tonnes de déchets plastiques. Cette unité fera l'objet d'une visite par la délégation du Premier ministre. C'est pour coller un peu au thème choisi cette année, parce que cette usine de transformation, comme vous venez de le dire, nous aide beaucoup plus dans ce sens, parce que c'est la transformation des sachets plastiques jetés dans les rues sur les tas d'ordures qui sont ramassés par les femmes et qui sont vendus à cette unité de transformation, les kilos à 100 francs. Cette unité de transformation aujourd'hui est en train de contribuer non seulement à assainir la ville, à protéger l'environnement, procurer de l'emploi et donner aussi un revenu aux différentes femmes formées en la matière pour le tri de ces déchets plastiques. La pollution plastique est devenue omniprésente, affectant du coup les cours d'eau, les sols, la santé humaine et contribue au réchauffement climatique. Pour y faire face, il urge une riposte collective. C'est ce qu'a compris le GIE Djeyani Sanouyan depuis fort longtemps. L'unité de transformation, ça a été inaugurée en 2021, novembre 2021. Et la création, parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de pollution, notamment des sachets plastiques dans la ville de San. Donc c'est pour contribuer à la réduction des sachets plastiques pour pouvoir les transformer à des fins utiles. Pour marquer la quinzaine de l'environnement du 12 au 17 juin, plusieurs autres activités sont au programme. Pour cette quinzaine, on a prévu de faire un reboisement de 5 hectares à 100 et reboisement d'un bosquet de 0,2 hectares dénommé bosquet AES. Et le PM pourrait visiter éventuellement. Et ces bosquets vont permettre de préserver l'environnement, d'améliorer la qualité de vie des populations, de servir d'assiette de loisirs et de récréation pour les populations et aussi d'améliorer l'image de la commune urbaine des San. Rappelons que le 17 juin, journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse, a pour thème cette année restaurer les terres, exploiter les opportunités. Au Niger, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, reçoit les ministres en charge de la santé des pays de l'Alliance des États du Sahel. Nana Mariam El Moutari, Issaka Issa, compte rendu. Présent à Niamey dans le cadre de la première réunion des ministres de la Santé de la Confédération AES, le médecin colonel Aïssa Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social du Mali, Kargougou Robert Jean-Claude Lucien, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique du Burkina Faso, et le médecin colonel-major Garba Hakimi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique du Niger, ont été reçus en audience par le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État. Ces ministres en charge de la santé de la Confédération AES étaient partis transmettre au chef de l'État les salutations du président de la transition du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, et du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État du Burkina Faso, et lui faire part également les points des travaux de la réunion des ministres de la santé de la Confédération AES. Le but de notre mission ici, qui est la rencontre des ministres de la santé des États de l'AES et qui a été suivi avant par une réunion des experts. Donc ces 3 pays doivent s'organiser dorénavant pour travailler ensemble. On a travaillé sur quelques points, notamment sur la surveillance épidémiologique, sur la vaccination, sur beaucoup d'autres choses, et on lui a rendu compte de tout ça et dire que nous allons faire le travail. Et à chaque étape, nous rendrons compte pour qu'ils puissent donner leurs conseils et la validation surtout. Il nous a rassuré que l'accompagnement ne fera pas défaut et de nous encourager et féliciter.
La première réunion des ministres en charge de la santé de la Confédération de l'AES est la preuve de l'intérêt particulier que les dirigeants du Niger, du Mali et du Burkina Faso accordent à la question de la santé publique et aux autres secteurs de développement pour un espace commun plus fort et résilient. Autre grand titre de ce journal, il s'agit de cette saisie par la brigade mobile d'intervention de la direction régionale des douanes du district de Bamako. Elle a mis la main sur près de 100 kg, je dis bien 100 kg de cocaïne pure. Une interception rendue possible grâce au plan de renseignement douanier. Le produit était caché à bord d'un car de transport en provenance d'un pays côtier, fait savoir Boubacar Babletouri. C'est une saisie que l'on pourrait qualifier de record des douanes maliennes ce mercredi 4 juin 2025. Près de 100 kg de cocaïne pure saisie par les soldats de l'économie en provenance d'un pays côtier. Le produit en question était dissimulé dans un car de transport. Une prouesse de la brigade mobile d'intervention de la direction régionale des douanes du district de Bamako sous le leadership du directeur général des douanes maliennes. La valeur marchande de la saisie est estimée à plus de 5 milliards de francs CFA. Le mercredi 4, nos éléments nous ont alertés qu'ils sont en train de faire filer un véhicule. En pleine filature, le véhicule s'est garé et le chauffeur a disparu. Il a fermé. Nos éléments suivaient. Entre-temps, nous étions dans le dilemme, agir, ne pas agir. Voilà. Et en ce moment, les procédures exigent que nous agissions. Et nous avons exploré les voies appropriées pour cela, pour agir. Et c'est fait vers 18h, vers la tombée du jour, que nous avons agi. On a ouvert à travers les mécanos, on a essayé de voir les caches aménagées et on a fait sortir la drogue. Et la procédure continue. La fouille n'a rien donné par suite, certes, mais les caches aménagées qui étaient là nous ont permis vraiment de fortifier nos soupçons sur les modes opératoires. Une saisie rendue possible grâce à un plan de renseignement douanier mis en place par l'inspecteur général Konaté et ses hommes. Le plan national relatif au renseignement que nous avons adapté aux circonstances actuelles est en train de faire ses effets. Nous sommes très satisfaits parce que autant les fraudeurs et les narcotrafiquants, les terroristes, autant ils réfléchissent à des actes de contournement, autant nous, douanes aussi, nous adaptons l'exploitation du renseignement, nous adaptons nos procédures d'intervention et pour déjouer ces actes de contournement. Et le directeur général de conclure en ces termes. Aux narcotrafiquants, aux fraudeurs, à tous ceux qui tentent de contourner les dispositifs douaniers, qu'ils se trompent. Nous sommes aujourd'hui en avance sur eux, grâce à l'exploitation du renseignement douanier qui marche aujourd'hui à 100%. Et ils vont être de plus en plus désagréablement surpris. Et il y a toujours des tentatives, mais qui se disent qu'ils ne seront là. La douane sera là pour les traquer, à quelque niveau que ce soit. Un mot de cette réception donnée par l'ambassadeur de Chine au Mali sur le départ. Une opportunité de remercier ses amis, collaborateurs et partenaires maliens et aussi de magnifier la solidité de la coopération entre le Mali et la Chine dans presque tous les domaines de développement. Youssouf Diakité, Drissa Traori. En fin d'émission au Mali, l'ambassadeur de Chine a offert un cocktail à ses partenaires, notamment au gouvernement du Mali, aux organisations internationales et consulaires accréditées au Mali. C'était l'occasion de magnifier la concrétisation de plusieurs projets de développement avec le gouvernement malien. Nous sommes arrivés au Mali en octobre 2021 et cela fait plus de 3 ans et 7 mois
que le temps passe vite. En tant qu'ambassadeur de Chine au Mali, ma plus noble mission est de renforcer la coopération entre nos deux pays et de consolider l'amitié entre nos deux peuples. Je suis très satisfait de constater qu'au cours des 3 dernières années, sous le haut patronage des dirigeants d'État de nos deux pays et grâce aux efforts conjoints, les relations sino-maliennes progressent constamment sur tous les aspects avec des résultats gagnants-gagnants. La confiance politique mutuelle continue de se consolider. Nous sommes tellement fiers de voir que nos deux pays entretiennent des échanges permanents à tous les niveaux, coopèrent étroitement dans les affaires bilatérales et internationales. Pendant son séjour, faut-il le rappeler, les relations entre le Mali et la Chine ont été élevées au statut de partenariat stratégique. C'est ce qui fait dire que la Chine s'engage à poursuivre et à intensifier sa coopération avec le Mali en l'accompagnant dans la voie de son développement conformément à ses réalités nationales. Faciliter l'accès à la propriété foncière pour la diaspora malienne, c'est l'objectif qui s'est fixé l'agence Tunkalafia et elle est en train d'atteindre ce but. L'agence vient de remettre donc les clés de 4 logements sociaux à des Maliens résidant à l'extérieur. Ces habitations garanties pendant 2 ans sont proposées à des tarifs ajustés au budget de chaque bénéficiaire, nous précisent Adam Maïga et Oumar Traoré. Plus de 16 ans à la recherche d'un toit, Kadia Traoré voit enfin son rêve se réaliser. Cela après avoir été arnaqué à maintes reprises. Nantene Kone vient de recevoir les clés de la nouvelle maison de sa grande sœur Kadia Traoré. Trouver quelqu'un ici au pays qui peut assurer, sinon gérer leur argent, c'est pas du tout facile. Vraiment pas les mots, sincèrement. Je suis tellement émue. Kadia Mariko, elle aussi, victime d'une situation similaire, a reçu les clés de sa nouvelle maison des mains de son neveu Tamakal Mariko. Ma tante a construit cet étage avec un titre foncier à plus de 47 millions de francs CFA. Je suis content puisque ma tante avait été escroquée par ses proches. C'était ma prière de tous les jours. Tout comme Kadia Traoré et Kadia Mariko, Mamadou Dambélé et Awa Diakité ont eux aussi bénéficié de l'accompagnement de l'agence Tunkalafia. Résidant à l'extérieur du Mali, ils ont pu construire leur maison en toute confiance selon leurs moyens. Les F3, c'est des 3 pièces, 2 chambres, salon, 2 salles de bain, cuisine. C'est ce modèle-là. Donc elle fait à peu près 100 mètres carrés en superficie habitable. Donc les deux avant-derniers qu'on a fait, donc ça c'est 155 mètres carrés habitables. Il y a 3 chambres, 2 salles de bain, salon, cuisine et arrière-cuisine. Et les modalités de paiement, c'est par mensualité. Par exemple, la villa, celle-ci, elle fait 380 € par mois. C'est à peu près dans les 250 000 francs CFA par mois. Les villas F4, c'est 580 € par mois et les F5 c'est 780 € par mois. Ces habitations sont couvertes par une garantie de 2 ans. À travers ces réalisations, l'agence Tunkalafia réaffirme son engagement à faciliter l'accès à la propriété foncière pour la diaspora malienne. À suivre dans nos programmes ce soir, la version Bamanankan de l'entretien avec le ministre de l'Agriculture, Daniel Siméon Kelema. C'est dans le cadre de Malikoura Tassara 3. En vous souhaitant de passer une très bonne fête de Tabaski, au Sambé Sambé, que Dieu exauce toutes nos profondes aspirations. Amen. Bonne suite des programmes sur votre télévision nationale. Grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de réalisation. Bonsoir à tous. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses,
Amis, pères et mères,